Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Dijon. 2 jours au Parc des Expositions pour rencontrer les acteurs de l'industrie. 200 exposants ici dans les travées de ce Parc des Expos. Et sur ce plateau, toute la journée, aujourd'hui et demain, je reçois les acteurs économiques pour évoquer les grands enjeux de l'industrie d'aujourd'hui et de demain. On parle de décarbonation, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'emploi, on parle de formation. Justement, quand on parle d'emploi et de formation, on a la chance d'avoir sur ce plateau Thierry Bismuth. Il est le fondateur d'Odyssée RH. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, vous avez créé il y a 15 ans votre cabinet de recrutement, donc Odyssée RH. Alors en réalité, c'est un peu plus qu'un cabinet, c'est un réseau national d'entrepreneurs en franchise, fédérés autour d'une marque, donc Odyssée RH, et de l'activité de recrutement. Vous êtes une 60aine maintenant de professionnels dans toute la France. Avec quelle méthode, quelle marque de fabrique Odyssée RH ? D'abord, oui, vous dire qu'on est organisé en réseau entrepreneurial pour une raison qui est très spécifique à notre métier, c'est que notre métier consiste à appeler des professionnels en dehors de leurs heures de bureau. Oui. Puisque quand on appelle un professionnel, on va pas l'appeler sur son lieu de travail. Et donc, effectivement, il faut pouvoir l'appeler le soir après le travail et même parfois le week-end. Et donc, la particularité de notre métier, c'est qu'en tant qu'entrepreneur indépendant, c'est plus pratique d'être disponible au moment qui ne sont pas les horaires de bureau. Alors, sur la méthode, effectivement, qui est la nôtre, on est spécialisé sur les métiers qu'on dit pénuriques, c'est-à-dire sur lesquels il y a plus finalement de demandes des entreprises que de candidats. Les fameux métiers en tension, oui, dont un bon nombre de métiers industriels d'ailleurs. Par exemple, quel type de métier ? Oui, c'est vrai qu'alors on travaille évidemment avec un très gros pôle industrie, mais c'est pas spécifique à l'industrie. On travaille également dans l'industrie, dans les services, dans la distribution, dans la restauration, dans la santé. Mais c'est vrai que spécifiquement dans l'industrie, puisqu'on va en parler, il y a toute la série des métiers qui sont pénuriques en industrie et sur ces métiers pénuriques, nos méthodes s'appliquent très bien. Alors concrètement, comment vous travaillez ? Alors vous travaillez pour qui ? Qui sont vos clients aujourd'hui ? Des entreprises qui cherchent à recruter, vous allez chercher des têtes que vous pouvez proposer à vos clients. Comment vous bossez ? Le mot chasseur de tête nous colle un peu à la peau, alors j'essaie de nous l'enlever. Alors j'ai pas dit chasseur de tête. Bien, j'ai entendu, mais j'ai dit tête quand même. Merci. Non, mais c'est vrai que notre métier consiste à intervenir lorsque les moyens traditionnels ne marchent plus. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va avoir son volant naturel de candidature avec les annonces, avec France Travail, avec les supports traditionnels, n'a pas besoin de nous et c'est pas notre vocation de l'aider à ce moment-là. On va intervenir lorsque le premier niveau de sourcing candidat ne fonctionne pas pour aller chercher des candidats qui ne se manifestent pas sur le marché. Oui. Alors, de ce point de vue-là, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup parler d'IA aujourd'hui et c'est vrai que l'IA nous sert beaucoup dans la partie amont. Moi, je suis contre l'IA en recrutement, mais je suis pour l'IA en sourcing, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller très rapidement chercher tous les candidats sur un profil et dans une zone géographique, les identifier, les contacter pour nous laisser ensuite tout le temps de discuter avec eux. Donc, l'IA en amont, et surtout pas d'IA en aval. Et l'IA en amont, elle travaille sur la base de quelles données, de quels fichiers ? Qui sont les gens qu'elle va aller chercher ? Alors on a toutes les CVTech de France, hein, c'est un peu notre fonds de commerce, donc on a accès à toutes les CVTech de France. Ce qui fait notre valeur, c'est notre capacité à identifier très vite sur plus de 10 millions de CV, pour un besoin donné d'usineur à Vesoul par exemple, d'aller chercher parmi 10 millions de CV les 15 usineurs potentiels, de les identifier en quelques minutes, de les contacter par mail, SMS et WhatsApp pour générer des échanges avec ces 15 candidats. Donc la technologie nous sert pour passer de 10 millions de CV à 15 candidats, dans mon exemple par exemple, et de produire l'échange entre ces 15 candidats et un consultant bien humain, bien professionnel qui va passer avec chacun d'eux une bonne heure pour pouvoir voir si l'un des postes l'intéresse. Ça c'est prioritaire, c'est essentiel, c'est l'échange direct avec la personne. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'IA nous fait gagner du temps en amont, mais elle ne change rien à la valeur de notre métier. Je m'amuse toujours à dire à mes consultants, on est, pardon pour le mot, des putains de vendeurs de postes. Alors évidemment, le mot est un peu trivial, mais ça dit que notre valeur première, c'est de convaincre des candidats qui n'étaient a priori pas curieux, de les convaincre de venir voir un employeur qu'ils n'auraient peut-être pas sollicité eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, on est tout simplement des vendeurs. Vous réussissez à évaluer de quelle manière le fait que le candidat correspond effectivement, point par point, au poste pour lequel vous êtes sollicité. Alors ça, c'est intéressant parce que la plupart des clients nous posent la question de la sélection. Et moi, je leur dis, vous savez, si je vous présente 5 usineurs, vous saurez quel est le meilleur. Ce que vous attendez de moi et ce que les dispositifs traditionnels n'arrivent pas à faire, c'est de mettre 5 usineurs dans la salle d'entretien. Donc mon métier, c'est d'attirer 5 usineurs. Je prends mon exemple, ça peut être évidemment sur un régleur machine ou n'importe quoi, un électricien. C'est d'en amener 4 ou 5 ou 6 dans la salle en 8 jours, et c'est notre promesse. Et je vous laisse ensuite le soin, parmi ces candidats qui méritent tous d'être vus, puisqu'ils font votre métier, ils sont dans votre ville, je vous laisse ensuite à vous le soin de décider qui mérite d'être embauché. Donc, on va nous aller sourcer, convaincre,
convoquer tous les candidats qui méritent d'être vus et laisser ensuite l'employeur, son service RH ou l'opérationnel, décider parmi eux lequel mérite d'être embauché. Ce sont des candidats qualifiés que vous avez sélectionnés qui, a priori, correspondent aux besoins, effectivement. Et bien sûr. Sauf qu'on parle de métier en tension, usineur à Vesoul, pas sûr que vous en trouviez un, ni deux, ni trois, encore moins 5. Alors, c'est très drôle, vous savez. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un schéma avec nos clients qui est très drôle, parce que tous nous disent, mais moi, dans mon métier, dans ma ville, tu ne trouveras pas. Ça, voilà. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. D'ailleurs, ils ne trouvent pas. Oui, oui. Ouais. Ça fait 20 ans que dans mon métier, tous les rendez-vous commencent par « Non, mais moi, dans ma ville, dans mon métier, tu ne trouveras pas ». Et d'ailleurs, je tiens à dire à tous les pros de l'industrie que ce n'est pas spécifique à l'industrie. Quand on va voir dans le métier de la santé, de la distribution, ou même des coiffeurs, on travaille pour Franck Provost au niveau national, ou des opticiens, on a toujours la même question, ou la même remarque. Dans mon métier à moi, le boucher, le poissonnier, l'opticien, le coiffeur et donc l'usineur, moi, tu ne trouveras pas. Alors, on a une méthode très simple de démonstration, c'est que avant même de signer quoi que ce soit, on va voir le client qui n'est pas encore client et on va ouvrir les bases de CV avec lui. Et on va regarder les CV. Et on va lui montrer que le CV qu'il ne trouve pas depuis des mois, on en a 5, 6, 7, 8. Et on va lui montrer en 5 minutes. Si on les trouve, on lance la mission. Oui. Si on ne les trouve pas, on rentre chez nous. Cette méthode originale, l'est également dans la manière dont vous facturez vos prestations, dont vous facturez vos services. Racontez-nous, Thierry. Oui, parce que il y a une information que parfois les gens ne remontent pas, mais il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, le turnover pendant la période d'essai était de moins de 10%, c'est-à-dire les échecs de période d'essai. Oui. Il faut savoir que ça a monté progressivement et qu'aujourd'hui, les données d'Adares, les données nationales, tous métiers confondus, sont de 25%. Et donc, il suffit plus de recruter. Maintenant, il faut savoir garder les gens pendant la période d'essai et même les garder bien après. On a des informations, des données officielles qui disent que la moitié des CDI se terminent dans l'année. Et donc, il faut recruter, intégrer et fidéliser. Voilà. Et pour pouvoir démontrer que notre modèle ne consiste pas simplement à présenter des candidats, à être des chasseurs de tête, oui. On a un mode de facturation où on va facturer pendant 24 mois un tout petit montant de quelques centaines d'euros. Donc, on ne va pas facturer à l'embauche, on va facturer quelques centaines d'euros pendant 24 mois et on s'engage pendant ces 24 mois-là à co-animer la relation comme une forme de coaching qui ne dirait pas son nom avec le collaborateur. Et donc, on a une facturation, je la fais courte, qui va correspondre à 1% du salaire annuel du candidat tous les mois pendant 24 mois. Donc, au bout des 24 mois, le client aura payé 24%, ce qui est globalement le prix des cabinets, mais il ne l'a pas payé à l'embauche. Il n'a payé que si et seulement si le collaborateur est resté 2 ans. Charge à nous de mettre en place tous les accompagnements pendant 2 ans et pas pendant quelques semaines pour nous assurer que le collaborateur est bien, que lorsqu'il est un peu moins bien, on identifie et on produit des échanges avec son manager direct pour co-animer la relation long terme. Donc ça vous incite effectivement à proposer vraiment le bon candidat, c'est-à-dire celui qui va rester. Mais vous savez, on a bien compris. Oui, mais vous savez, souvent les gens pensent que quand il y a départ, c'est une erreur de casting. On a présenté le mauvais candidat. Souvent, c'est des erreurs ou en tout cas des incompatibilités de management. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas simplement une erreur de casting dont on se prémunit, c'est un accompagnement managérial. Ça veut dire concrètement que vous allez dans l'entreprise travailler avec le nouvel embauché, avec son manager, son N+1. On fait pas comment vous faites? On fait évidemment pas d'ingérence dans le management, mais on va régulièrement faire le point avec ce collaborateur qui a été placé chez nous. Et justement, notre valeur est de ne pas être au quotidien dans la relation managériale, mais de jouer le rôle que souvent les services RH doivent jouer dans une grande entreprise, c'est-à-dire de faire le pas de côté et d'avoir le rôle de quelqu'un qui n'est pas dans une structure hiérarchique et qui va être une écoute peut-être attentive que le quotidien managérial où on est pris par les urgences. Et donc, notre consultant, comme un consultant externe, comme un service RH externe, va appeler régulièrement ce collaborateur sans justement s'immiscer dans la relation pour savoir si tout va bien, avoir des questions de contrôle, c'est notre métier, de savoir dans les non-dits, dans les demi-réponses, s'il y a quelque chose qui ne va pas très bien, et de pouvoir produire, comme le ferait un service RH, une occasion d'échange, un lieu d'expression pour manifester peut-être une insatisfaction ponctuelle, une tension managériale, une sollicitation d'un concurrent qui voudrait débaucher le candidat, un sujet sur le salaire, et de pouvoir produire un échange pour, avant même que le collaborateur n'envisage un départ, pouvoir le régler en interne. Alors, si vous existez depuis 15 ans, que vous êtes une 60aine aujourd'hui dans toute la France, j'imagine que c'est une méthode qui fonctionne. Évidemment, ça fonctionne. Ça fonctionne d'une part parce que, encore une fois, je le dis, on va trouver des CV là où nos clients pensent qu'il n'y en a pas. On va convaincre des candidats qui n'auraient pas répondu aux annonces de venir par curiosité rencontrer l'employeur. Moi, je dis souvent, notre métier, c'est de susciter une curiosité qui justifie le fait de se rencontrer. Et ensuite, derrière, la magie opère ou n'opère pas. Et puis enfin, évidemment, parce que notre statut d'entrepreneur au pluriel et notre mode de facturation sur 2 ans nous implique sur la fidélisation des collaborateurs. Alors, à vous entendre, recruter est un jeu d'enfant.
Ça tombe bien, c'est le titre du livre que vous avez sorti et on va en parler dans un instant. Avant ça, vous avez souhaité partager votre méthode et votre vision de ce qu'est le recrutement et l'intégration d'un collaborateur dans l'entreprise avec un jeu de société qu'on voit présent donc sur ce plateau qui s'appelle « On vous rappellera ». Donc ça, c'est la petite phrase que tous les candidats ont entendue au moins 10 fois. C'est quoi ce jeu ? Alors, à vrai dire, ça vient même d'avant le jeu, il y a maintenant 3-4 ans. Alors, ça fait des années, bien sûr, qu'on forme les services RH et les opérationnels de nos clients au recrutement parce que nous faisons tout l'amont du processus, mais au moment où le manager rencontre son candidat, eh bien évidemment, ça n'est plus dans nos mains. Un peu comme un parent, pardon de faire le parallèle, qui lâcherait la main de son enfant à un moment donné et qui le laisse voler. Pardon. Et donc évidemment, il était important pour nous d'aider les clients qui sont souvent des opérationnels et qui ne sont pas des pros du recrutement à mieux recruter. Et donc ça fait déjà des années qu'on, sous forme de conférences, sous forme de formation, on délivre une forme de savoir-faire justement destinée aux opérationnels. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'une quinzaine d'années, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose que des slides, que des PowerPoint, que des formations? Et donc j'ai commencé il y a 3 ans à écrire une pièce de théâtre qui s'est d'abord appelée On vous rappellera, qui était une pièce qu'on a jouée au Festival d'Avignon pendant toute l'année 2023. Et on a joué au Festival d'Avignon cette pièce qui tourne en dérision un processus de recrutement, de la définition de la fiche de poste jusqu'à l'intégration un an plus tard, et qui va raconter la vie d'une entreprise à travers toutes les turpitudes de son recrutement et de son management. Évidemment, au-delà de l'aspect humoristique de la pièce, on a construit dans cette pièce des formations, puisque chaque scène de la pièce est une formation. Et puis, comme elle a bien tourné, je crois qu'on l'a joué 80 ou 90 fois, cette pièce, partout en France après Avignon, on a commencé à avoir des demandes. Et donc, on a construit un jeu de société qui s'appelle « On vous rappellera ». Je reviens, avant de passer au jeu de société, sur cette pièce, vous dites « on ». C'est qui « on » ? Ce ne sont que des consultants du réseau, il n'y a pas de professionnels. L'ensemble des consultants du réseau, on écrit les pièces ensemble, on les met en scène ensemble, on les joue ensemble. Il n'y a aucun professionnel du métier, il n'y a que des pros du recrutement. J'espère que ce qu'on perd un peu en talent de comédien, on le gagne en légitimité du métier. C'est-à-dire que les scènes que vous avez écrites et que vous jouez sont des scènes réelles, des choses que vous avez réellement vécues. Elles sont vous tordez exagérées. un petit peu la réalité pour rendre les choses plus drôles. Si je ne caricature pas, je ne pense pas, disait l'autre. C'est-à-dire qu'on était obligé de caricaturer pour aller très vite à une démonstration. Évidemment, quand on fait un entretien qui va durer sur une scénette 3 minutes, je ne peux pas reproduire un vrai entretien, mais en 3 minutes, je vais dire l'essentiel. Donc évidemment, que ce soit sur cette pièce, sur les jeux et sur le reste, on va caricaturer, mais en caricaturant, on va mettre le doigt sur des process qui existent, sur des constats qui existent, en les rendant ridicules, pour pouvoir en parler plus sérieusement ensuite. Par exemple, vous pensez à quoi ? Par exemple, le candidat qui est trop vieux pour le poste, on va avoir le candidat idéal qui met l'entretien parfait, et puis dans la confidence du manager et son RH, ils vont se dire des choses qu'on n'a pas le droit de se dire, évidemment, qu'on n'a même pas le droit de penser. On va avoir le candidat qui est prêt à tout pour avoir le poste, qui est le pire candidat, et on s'en rend compte parce que dans ses soliloques à lui, lorsqu'il parle tout seul, on comprend qu'il se moque totalement d'entreprise, mais il a réponse à tout parce que c'est un professionnel de l'entretien. On va avoir le manager qui, dans la fiche de poste, va avoir des attentes totalement irrationnelles et un RH qui lui est souvent subordonné, non pas dans les hiérarchies, mais dans les faits, et qui n'ose pas lui dire non. Et donc, on va reproduire comme ça toutes ces scènes de vie dans l'entreprise en les rendant ridicules, mais elles sont bien réelles. Et elles sont fréquentes. Oui, fréquente. Le jeu de société, on vous rappellera, donc il découle de ces scènes de théâtre. En fait, après la pièce, on l'a joué au festival, on l'a joué partout en France pour les ANDRH, pour les chambres de commerce, dans les grandes entreprises, et beaucoup nous ont dit comment on va plus loin, comment on sort de cette représentation qui a duré 1h30, et comment on peut en profiter pour tirer la bobine jusqu'au manager. Et donc, on a tiré la bobine, les enseignements, à travers un jeu de société qui s'appelle, on vous rappellera, Recruter est un jeu d'enfant. Le jeu de mots est facile. Et évidemment, c'est tout sauf un jeu d'enfant. Mais ce jeu permet à des opérationnels, entre eux, moyennant un maître du jeu qui anime la partie, de se donner les bonnes astuces. Par exemple, je veux recruter un profil qui ne connaît pas mon métier, qui serait en conversion. Quels sont les avantages pour lui de nous rejoindre? On va poser la question à un manager qui va lui dire, dans sa façon de recruter, quels sont les arguments qu'il utilise pour convaincre quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le secteur d'activité en particulier ou cette industrie en particulier. D'autres vont l'entendre et vont devoir enrichir sur les arguments. Et on va du coup construire une fiche de poste ou en fait une grille d'argumentation qui est en fait la somme des meilleures idées de chaque manager. De la même manière, est-ce que je recrute un profil junior? Oui, non. Quels sont les avantages de le recruter? Posant cette question à un manager qui est plutôt un ambassadeur du recrutement de junior, il va donner ses arguments, entendus par les autres joueurs, intégrés, enrichis également. Et à la fin de l'heure de jeu, que ce soit sur des profils seniors, juniors, hors conversion ou de la concurrence, on aura construit les raisons et les arguments de les attirer et de les retenir. Donc c'est un jeu de plateau, mais un jeu utile. Exactement, c'est un genre de mélange entre Trivial Pursuit et Monopoly, pardon pour les marques. Il contribue à créer le discours des recruteurs dans l'entreprise et à
à consolider la politique RH de l'entreprise. Exactement. À la fin de l'heure et demie de jeu, chaque manager opérationnel repart avec sa grille d'entretien qui constitue l'ensemble des arguments qu'il pourra déployer selon profil. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important que les gens oublient, c'est qu'il n'existe pas une fiche de poste. On a toujours des arguments spécifiques à un profil. Le profil junior sera plus intéressé par l'évolution et la formation que le senior, qui va plutôt être intéressé à l'autonomie qu'on lui laisse, par exemple. Un profil en reconversion va être intéressé par la montée en compétences dans le cadre d'une carrière, là où le profil de la concurrence, le salaire l'intéressera davantage puisqu'il connaît déjà le métier par cœur. Et donc, pour chacun des profils types, il faut construire des arguments qui lui sont singuliers. Or, trop de recruteurs qui n'ont pas l'habitude déroulent des arguments sans s'intéresser à la spécificité du candidat en face. C'est pour ça que je dis qu'on est des vendeurs de postes, parce que c'est tout simplement la méthode de vente qui consiste à s'adapter à son interlocuteur, qu'on connaît très bien dans la vente, mais trop peu dans le recrutement. De cela est né ensuite un livre, Recruter un jeu d'enfant. Donc ça vient de paraître. Et je précise pour ceux qui sont sur le salon aujourd'hui, qu'il est offert sur votre stand. Exactement, effectivement. Alors d'abord son histoire et puis ensuite évidemment il est à disposition. Je crois qu'il en reste quelques-uns. On était venu avec une centaine d'exemplaires, je crois qu'il en reste une quinzaine. Voilà. Mais effectivement, dans la suite de ce jeu, certains m'ont dit comment est-ce qu'on peut maintenant délivrer ça dans les équipes, parce que pour que le jeu ait lieu, il faut que les opérationnels soient autour de la table. Or, dans beaucoup de grandes entreprises ou même régionales, on a du mal à réunir des opérationnels de site, par exemple. Et donc, on a poussé encore un peu plus loin en éditant ce livre qui, sous forme de petits chapitres un peu punchline, un peu caricaturaux, mais accessibles à des gens qui ne sont pas des pros du recrutement, va leur donner une quarantaine d'astuces pour réussir des recrutements tout seul. Comment je mène un entretien téléphonique en 5 minutes pour convaincre un candidat de venir ? Comment je mène un entretien physique pour séduire avant de sélectionner? Comment j'intègre dans les 8 premiers jours pour éviter que 4% des nouveaux embauchés ne se barrent après la première journée, ce qui est la donnée nationale? On a comme ça une quarantaine de thématiques où on va mettre le doigt sur une réalité qui est souvent mésestimée par un opérationnel dont ça n'est pas le métier, en lui donnant à chaque fois en 2 pages le moyen d'éviter l'écueil. Vous avez Thierry Bismuth, fondateur d'Odyssée RH, donner des clés de votre méthode. Vous la partagez comme ça, aussi facilement que ça, avec vos concurrents? C'est vrai. Alors, j'ai la faiblesse de penser que ça va intéresser plus mes clients que mes concurrents. J'imagine que mes concurrents sont très sûrs de leur méthode aussi, qu'ils n'ont pas besoin de la mienne. Néanmoins, c'est vrai qu'on a tendance à déployer notre savoir-faire. Je crois qu'on est dans un monde où l'information ne doit pas rester cloisonnée. La vérité, c'est que même si vous lisez le livre par cœur, avez-vous les CV ? Avez-vous les technologies d'IA dont j'ai parlé pour générer les leads? Avez-vous la méthode commerciale qui parfois prend des centaines et des milliers d'heures à appréhender? Et avez-vous le temps? Et donc effectivement, même si on donne la recette du Nutella à nos clients, il faut encore savoir dans quel sens on met les noisettes, le chocolat et peut-être un peu d'huile de palme. Donc on leur donne toutes les recettes en sachant qu'une partie d'entre eux va les appliquer, et tant mieux, et que l'autre dira j'ai pas le temps de faire la cuisine, vas-y pour moi. Avec vous, la question de l'emploi industriel, de la pénurie, de la tension dans les métiers industriels n'a plus lieu d'être. Non, évidemment, il ne faut pas être... Alors, ce serait caricatural de dire ça. Vous avez raison de dire que souvent je le suis, volontairement. Non, ce n'est pas qu'elle n'a plus lieu d'être. Simplement, sur la plupart des métiers sur lesquels on vient nous challenger, on tient la promesse. Et la promesse est forte. C'est qu'on présente 6 à 8 candidats en 8 jours, y compris sur des métiers ultra pénuriques, dont la plupart des clients nous disent « Mais moi, ça fait des mois, je pensais que ça n'existait pas. » Et sans rentrer dans le détail, avoir accès à toutes les CVTech, avoir interfacé de l'IA pour prendre contact, avoir du temps et du talent pour les convaincre de venir et transformer une forme d'indifférence en curiosité, pour les amener en bureau d'entretien, et ensuite continuer de suivre le client pour transformer ce processus qui est à l'origine dans sa tête une sélection et qui doit devenir une séduction en recrutement, eh bien ça, honnêtement, je crois que dans plus de 80% des cas, la promesse est tenue et les clients sont ravis. Néanmoins, c'est vrai que c'est dur. Pour que ce soit facile pour eux, c'est dur pour nous. Ça demande du savoir-faire, des technologies et beaucoup d'ingéniosité. Et puis, il y a toujours les 20% d'échecs, il faut les reconnaître. Il y a de la méthode marketing injectée dans cette façon de recruter. Est-ce que ça fait mouche? Est-ce que vous avez constaté un effet réel sur ces publics qui sont éloignés du monde industriel? On va prendre l'exemple de l'industrie puisqu'on est à Business Industrie Dijon. Qui sont éloignés de ce monde industriel, que vous arrivez à attirer vers ces métiers-là, en dépit de tout ce qu'on raconte autour de l'image, des stéréotypes, des représentations dont souffrent encore ces métiers. Bon, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur les dernières années en la matière. Par ailleurs, vous savez, il y a un double travail. Vous avez parlé du travail qu'on doit faire auprès des candidats quand ils sont un peu éloignés de cet univers pour les amener. Et j'ai plein d'exemples incroyables.
J'en donne un ou deux si on a une minute. Ah oui, on les prend. Bon, je me rappelle par exemple d'un chantier naval, je le citerai pas, qui est sur la côte ouest comme tout le monde. C'est pas chez nous a priori. Voilà. Et qui me disait, on cherche des soudeurs sous-marins, on n'en trouve pas parce que vous comprenez, dans les villes où on est, il y a tous les autres grands chantiers qui sont plus gros que nous. On nous connaît peu, donc Thierry, vous trouverez jamais, vous trouverez jamais, je vous trouverai jamais. Et on a fait l'audit de marché. On s'est rendu compte qu'il y avait des soudeurs qui pouvaient faire soudeurs sous-marins, mais qui n'étaient pas dans l'industrie aéronavale. Or, eux ne sourçaient que là-dessus. On a été les chercher dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, à Strasbourg, je m'en rappelle très bien, dans le Nord, en Île-de-France, et on n'a pas vendu le poste lui-même. On a vendu un changement de vie. On leur a dit, tu habites à Arras et à Strasbourg, qui sont des villes superbes, est-ce que tu aurais envie, peut-être, de faire 2 ou 3 ans en Bretagne? Et donc, on a attiré des gens, non pas pour un poste, mais pour un changement de vie. Je me rappelle également, ça c'est toujours un peu dans l'industrie, mais dans la technologie. On a travaillé pour un très gros acteur qui fait des sites web. C'est le leader des sites web en Europe. Il fut un temps, il faisait des annuaires et maintenant c'est le leader européen des sites web et il est jaune. Et il avait à Angoulême, il a une plateforme où il produit les sites web de ses 60 000 clients par an. Et il avait besoin de recruter 200 personnes qui allaient faire des sites web. Et il les trouvait plus à Angoulême. Pourtant, c'est une ville très digitale, avec l'école 42 de Xavier Niel. Donc, il y a beaucoup de digital à Angoulême, mais pas assez pour absorber ses besoins, puisque leur web factory, c'est comme ça qu'ils l'appellent, était basé au centre. On a fait venir des candidats de partout en France. Non pas en leur disant, il y a un job, ils en auraient trouvé partout où ils étaient. En leur disant, tu vas arriver sur un campus, chez le leader européen. Tu vas faire 2 ans. Tu vas apprendre un métier. Et ensuite, tu pourras retourner peut-être ailleurs, et puis certains l'ont fait, d'autres pas. Et c'est comme ça qu'on a fait les 200 postes en un an, là où ils pensaient que c'était impossible. Donc, notre travail, vous l'avez dit, c'est du marketing. Le marketing, c'est pas que mettre en forme, c'est aussi réfléchir à quelles sont les cibles possibles, avec quels arguments on les attire, et ensuite exécuter. Et ça, souvent, ce travail-là, les clients n'avaient pas pris le temps de le faire. C'est tout à fait passionnant. Merci infiniment Thierry Bismuth d'avoir partagé avec nous ces méthodes, votre vision et votre enthousiasme aussi sur ce sujet qui reste un sujet pour beaucoup d'entreprises industrielles dans notre région. On va passer à une séquence de démonstration. On va voir très concrètement à quoi ça ressemble, ces petites scénettes dont vous nous avez parlé tout à l'heure, avec quelques extraits de votre spectacle qui s'appelle Tous chômeurs. Donc ça a été rédigé par des consultants, par vous-même et par un certain nombre de vos consultants, et c'est joué par un certain nombre de vos consultants. Alors moi, j'avais noté que Anne, Nathanaël, Cécile et vous-même alliez maintenant endosser la tenue du comédien pour jouer tout ça devant nous. Aurélie sera là également. D'abord, effectivement, je vous remercie de souligner que ce ne sont pas des produits de la comédie, mais bien des produits recrutement qui jouent, qu'ils ont écrit pour la plupart leurs textes en l'occurrence, qu'il se trouve que c'est une mise en abîme parce que pour la plupart d'entre eux, ce sera la première scène. On a cet exercice de ne pas faire jouer toujours les mêmes pour lesquels finalement ça devient une habitude et une routine. On fait jouer toujours une majorité de gens pour lesquels c'est la première. Et donc là, aujourd'hui, sur les 6 que nous sommes, il y en a 4 qui montent sur scène pour la première fois. Et donc, merci pour votre mansuétude et il y aura probablement des erreurs de texte. On est très impatients de les voir jouer effectivement sous nos yeux, sous les yeux de la caméra. Donc, on marque une petite pause. Et puis, dans quelques minutes, vous restez avec nous pour celles et ceux qui nous suivent en live. Dans quelques instants, place au théâtre. Merci beaucoup Thierry. À tout de suite. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.